Presque. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Je laisse s'installer les derniers. Chers doctorants, chers partenaires, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue à la 7e édition de la rentrée doctorale. Donc cette rentrée a pour objectif, en tout cas la deuxième partie, de vous présenter les actions du collège doctoral. La mission du collège doctoral est d'accompagner professionnellement les doctorants. Et traditionnellement, cette rentrée, elle est parrainée par une personnalité du monde universitaire ou socio-économique. Et cette année, nous avons la chance d'avoir M. Bruno Desprez, qui allie à la fois le monde universitaire et socio-économique, puisqu'il dirige la société Florimond Desprez, et d'autre part, travaille en lien étroit avec l'université. Je lui laisse donc immédiatement la parole. Sous les feux de la rampe. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Donc je me présente, je m'appelle Bruno Desprez, je suis un ex-doctorant, un docteur ès sciences en génétique. Oui, personne n'est parfait, mais bon, voilà. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont docteurs en génétique, donc ça me permettra de me retrouver. Non, blague à part, je suis très honoré d'être là. Quand on m'a demandé de parrainer 500 étudiants, 500 doctorants, des têtes blondes, des têtes brunes, des têtes rousses, peut-être des têtes chauves, enfin en tout cas beaucoup d'étudiants, je me suis dit waouh, déjà parrainer des personnes, c'est difficile, c'est un choix, hein, c'est pas rien, c'est un honneur, on ne peut pas se permettre, voilà, on doit être fier d'eux et je commence par m'émerveiller de vous voir tous là et d'être fier de vous. Fier de vous parce que vous commencez, vous êtes doctorant, c'est votre première année, et vous allez vivre probablement les 3, 4, 5, si vous êtes en SHS, ça va durer un petit peu plus longtemps pour certains, mais normalement, les 3 prochaines années de votre vie vont compter beaucoup pour vous. Et je voulais vous dire que vous avez fait le principal, mais que ce n'est pas fini. Que vous allez, vous en êtes au moment de maturité où vous avez déjà fait vos choix. En fait, vous êtes là parce que vous avez déjà fait vos choix. À la différence de beaucoup d'étudiants, vous n'êtes plus au baccalauréat, hein, c'est fini ça. Et vous avez donc fait votre choix, vous avez donc fait votre choix de spécialité, vous vous êtes déjà engagé dans une thèse, donc d'abord bravo. Le parrain en général, il félicite les parents. Donc je félicite vos parents parce que je pense que vous avez bien bossé pour en arriver là, que vous êtes capables, vous êtes uniques, vous êtes des gens uniques. Et ça, mettez-vous-le bien en tête. Si vous êtes là, c'est parce que vous le valez bien, comme dirait une société que je ne nommerai pas, mais parce que vous avez des talents et qu'il va falloir faire éclore pendant ces 3 prochaines années, et puis plus, bien entendu, si affinité. Je pense que c'est important parce que beaucoup d'entre vous ont peut-être douté avant de choisir de faire une thèse. Ils se sont dit, oui, peut-être est-ce que je m'arrête, est-ce que je vais faire autre chose, etc. Donc ça y est, vous êtes engagés. Et vous êtes engagés, puis en plus, et là aussi je tiens à remercier, à féliciter vos parents d'adoption. Ben oui, le parrain, il a des parents, vous avez des parents. Et puis vous avez des parents d'adoption que sont l'école doctorale, que sont les gens qui vont vous accompagner, qui vont vous encadrer pendant cette thèse. Quelque part, ils vous ont adopté. Ils vous ont confié un sujet, une mission, vous en avez parlé. Parfois vous l'avez choisi, parfois vous l'avez co-choisi, parfois vous l'avez subi. Mais vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer parce que vous allez en devenir l'expert, ou l'experte, bien entendu. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand vous allez rentrer dans la vie, cette carte de visite va être extrêmement importante. Et même si parfois vous aurez des découragements, vous ne découragez pas. C'est ce qui fait la particularité d'un docteur, qu'il soit ès-sciences comme moi ou autre, c'est qu'il doit être fier de son travail, fier de ce qu'il est arrivé. Alors, vous en êtes arrivé là, mais en fait, vous êtes tous jugés capables. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à.
Et oui, moi j'ai toujours appris que quand on commençait une thèse, ça voulait dire qu'on était capable. Donc vous êtes tous capables. Donc je m'émerveille. Par contre, il va falloir trimer maintenant pour transformer l'essai, comme diraient les bons rugbyman. C'est-à-dire qu'il va falloir aller jusqu'au bout de votre passion, parce que si vous êtes là, c'est que même vous êtes passionné, ou alors vous êtes un peu barjot pour faire autant d'études. Bon, moi j'en ai fait beaucoup, un peu trop peut-être, j'ai redoublé beaucoup, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens. Eh bien là, c'est pareil, vous allez faire un réseau. Vous allez travailler votre thèse, bien sûr, mais qu'est-ce qui caractérise le plus le doctorant, et en particulier sa vie future, qu'elle soit dans une entreprise comme la mienne, comme d'autres. La mienne a une particularité, c'est qu'elle fait pas mal de recherche. Elle a 35% de son personnel qui travaille dans la recherche, donc c'est un petit peu biaisé, je suis désolé. Mais toutes les sociétés ont besoin d'innovation et ont besoin de vous. Et il faut en être conscient. Si vous n'en êtes pas conscient, ben, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que toutes les sociétés, tout le secteur académique a besoin de découverte et d'innovation, et vous en êtes capable, quelle que soit votre thématique. Et ne me dites pas, je suis en SHS, non. Vous avez, j'ai vu des magnifiques projets il n'y a pas longtemps, des start-up issues de l'Université de Lille, donc il y en a quand même pas mal parmi vous qui sont inscrits à ce titre-là, et qui étaient en SHS. Donc on peut faire des choses, on peut aller, pas que dans le monde académique, même si c'est très bien, hein. Encore une fois, je n'oppose pas les deux, et quelque part, vous allez commencer une vie qui va être celle d'être étudiante toute votre vie. Ça aussi, il faut le retenir. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez être un bon docteur, c'est ça maintenant le challenge, vous allez être docteur dans 80, je ne sais pas quel est le taux de succès, mais ça doit être certainement au-delà de 90% d'entre vous, vous allez devenir docteur. La voie est tracée, comme dirait l'autre. Sauf qu'il y a devenir docteur et devenir bon docteur. Et donc je vous conseille de devenir bon docteur. J'aimerais bien être le parrain de bon docteur. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. On ne se refait pas, on se penche un peu sur le berceau, puis on s'écroule et puis on l'écrase. Non, sincèrement, vous allez avoir des choses et des opportunités pendant ces 3 années qui vont modeler beaucoup votre projet de vie. C'est important, un projet de vie. Donc vous devez le définir. Et d'abord, vous devez être fier de vous. Donc la première des choses, c'est de vous émerveiller par rapport à vous-même. C'est pas mal, hein, comme truc, vous vous mettez devant la glace, vous dites, ben, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je vais faire pendant mes 3 années de thèse. Ben, qu'est-ce qu'attend finalement? Posez-vous la question, qu'attendent les professeurs dans le monde académique, ou les enseignants, ou les enseignants-chercheurs, ou les personnes dans le privé, qu'est-ce qu'elles vont attendre de vous? Qu'est-ce qu'elles vont attendre de vous? Ben, elles vont attendre de vous que vous soyez des experts. Moi, je dis toujours que j'ai une chance, peut-être, hein, j'ai une chance d'être double formé. Il y en a peut-être parmi vous qui sont aussi ingénieurs. Moi, je suis ingénieur, grande école d'agronomie, donc quelque chose de très très large, très général, et je suis docteur en génétique, quelque chose de très étroit. Eh bien, je dis toujours que ces deux, je les oppose jamais, c'est des choses qui sont complémentaires, et vous devez être fiers de vous retrouver dans l'un ou dans l'autre cas. En l'occurrence, au moins avoir une partie de vous en tant que docteur, c'est-à-dire en tant qu'expert. Expert, ça veut dire que vous allez être meilleur que l'ingénieur, vous allez au sens pointu, spécificité. C'est pour ça que votre sujet, vous devez l'aimer. Et on va demander aussi de vous une adaptabilité, c'est-à-dire que si un jour on vous confie autre chose, et ce sera certainement le cas, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire votre sujet de thèse pendant toute la vie, enfin, sauf si vous êtes tellement brillant que vous avez inventé la relativité d'Einstein, et là, forcément, vous allez continuer. Mais disons que normalement, vous allez avoir des sujets d'études différents, et donc on va vous demander de vous adapter. Par contre, on va vous demander d'être à chaque fois le meilleur ou la meilleure, parce que vous aurez une connaissance bibliographique du sujet. Je vous invite à commencer dès à présent, dès la première année, à bien travailler votre sujet, parce que vous devez être incollable. Avec les petits gâteaux le soir, avec les amis, ils vous posent des questions, vous devez savoir leur expliquer. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que, quel que soit ce que vous allez faire plus tard, vous devez être le ou la meilleure dans votre domaine. Ça, c'est la première des choses. On ne va pas demander ça à un ingénieur.
Désolé, un ingénieur, on va lui demander d'être efficace, opérationnel, constructif, c'est très bien, mais c'est autre et d'autres qualités. Ensuite, on va vous demander d'avoir un réseau académique. Vous avez la chance pendant 3 ans, voire plus, de rencontrer beaucoup de gens. D'abord, de vous rencontrer entre vous. Et ça, je vous en prie, rencontrez entre vous. Nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas d'école doctorale. Enfin, il y avait des écoles doctorales, mais on ne les voyait jamais. Donc, on ne se voyait pas. Là, vous avez la chance de vous voir entre vous, d'échanger, et de vous dire, bah tiens, toi, tu fais quoi, et moi, je fais quoi, bah tiens, on pourrait peut-être faire un truc ensemble. Ou, tiens. Voilà. Et c'est comme ça que naissent les projets, les startups, les collaborations. Et ça, c'est la vie. Donc, rendez-vous compte que des gens qui sont trop spécialisés, le mot trop est pas bien, mais quand même, ils ont ce défaut-là, il faut connaître ces défauts pour en faire des qualités. Et donc, ils ont intérêt à aller en binôme avec d'autres, en trinôme, en multi-personnes, et vous allez avoir après des tas de choses qui vont vous être expliquées. Vous avez une chance extraordinaire, et soyez-en bien conscients, c'est maintenant, hein, c'est pas dans 3 ans. Dans 3 ans, si vous vous réveillez, c'est trop tard. Là, on va vous proposer des tas de choses. J'ai vu sur le projet, le programme, c'est extraordinaire. J'ai envie de redevenir doctorant, il va falloir m'inscrire, parce que je vais faire autre chose que de la génétique. Mais je pense que c'est incroyable ce qu'on va vous proposer. Vous pourrez faire de la consultation, vous pourrez faire des missions, vous pourrez faire des projets, vous pourrez faire les doctorales, vous pouvez donner des cours, vous pouvez être maître de conf, plus ou moins, ou aider un maître de conf, faire des travaux pratiques. Vous avez des tas de choses que nous, on ne faisait pas. Et ça vous permet de rencontrer des gens, de vous affronter, on va dire, avec d'autres. Donc ça, c'est important que vous soyez conscient que pendant ces 3 ans, vous êtes des gens uniques, des gens qui avaient des talents. Vous avez aussi peut-être un peu de limites qu'il faut connaître, mais vous êtes besogneux, oui, disons-le, hein, vous savez persévérer, on va dire. Ça, c'est en général, mais après, il y a chacun d'entre vous, hein, c'est votre problème avec vous. Et vous savez vous débrouiller dans l'aspect tumultueux. Si ça bouge et tout, vous foncez. C'est en général ce qui caractérise les doctorants. Vous faites partie des leviers. Alors, souvent, je dis, parce que souvent on m'appelle pour discuter de l'innovation, je suis responsable de recherche et de ressources humaines de chercheurs, vous imaginez, mais de recherche dans une société, et comment finalement donner un esprit d'équipe à ces équipes de chercheurs qui parfois aiment bien travailler tout seuls, d'autres fois travaillent ensemble, d'autres fois savent diriger, d'autres fois non. Eh bien, il faut essayer de comprendre la spécificité de chacun. Et donc, votre travail, c'est aussi de comprendre où vous êtes. Il n'y a pas de honte à pas manager, par exemple, ou il n'y a pas de honte à manager. C'est chacun son opportunité. Vous avez la chance, pendant votre thèse, souvent, d'encadrer un stagiaire. Ben, allez-y, hein, testez. Si ça ne marche pas, vous saurez que ça comporte certaines difficultés. Mais vous avez la chance de le faire et avec tout votre bonheur de partager sur un même sujet. Donc, c'est quand même plus agréable. Alors, vous êtes capable d'avoir une capacité d'évolution pour un poste d'encadrement, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va vous demander. Donc, pour certains, oui, tant mieux. Pour d'autres, non. Par contre, on va vraiment vous demander d'avoir un réseau académique. Les ingénieurs, on leur demande d'avoir un réseau industriel. Vous, on vous demande d'avoir un réseau académique. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir un réseau industriel. Il y en a parmi vous qui ont des thèses CIFRE ou des choses comme ça, ou même d'autres qui n'ont pas de thèse CIFRE. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller vers des industriels qui travaillent dans votre domaine pour avoir leur impression. C'est comme ça que vous allez préparer votre projet d'avenir. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors voilà, il y a plein d'autres choses. Hein. Vous profitez pendant ces 3 ans, c'est vraiment les très belles années des études, hein, puisque vous n'avez pas cette angoisse des examens comme on l'a en licence, en maîtrise, en master, pardon. Bien entendu, à la fin, vous allez devoir fournir un gros travail de restitution. Plus tôt vous vous y prendrez, plus ça sera facile. Hein. C'est facile de donner un conseil comme ça. Moi, je suis procrastinatien, donc c'est pas très bon. Mais bon, voilà. Entre nous, il faut, plus vous vous projetez sur ce que vous allez restituer, plus ça va être important. Et donc ça, c'est la méthode.
J'ai parlé du matériel avant, c'est-à-dire vous. Vous êtes le plus beau matériel qui existe. Vous avez la possibilité d'avoir des équipements. Vous êtes souvent dans des laboratoires pour les scientifiques. Allez-y, apprenez des outils. On va vous juger sur des compétences. Encore une fois, vous devez être expert, mais vous devez savoir faire marcher la machine à rayon X, l'HPLC, ce genre de choses, que vous soyez biologiste ou physicien ou autre chose. Ça, c'est important. Donc ça, c'est le matériel. Les méthodes, apprenez à être rigoureux. On va vous demander par rapport aux ingénieurs, ça ne veut pas dire que si vous êtes ingénieur, on ne va pas vous demander les deux, hein, mais on va vous demander de la rigueur expérimentale. Et ça, quelle que soit la thématique. C'est-à-dire que vous allez faire des sujets, mais il va falloir bien poser l'expérimentation. Toujours avoir des témoins, toujours réfléchir à quoi ça sert, quelles sont mes principales conclusions. Et là, vous avez des accompagnants qui sont vos maîtres de thèse, et vous devez les challenger. Trop souvent, les étudiants ne challengent pas leurs maîtres de thèse. Allez-y, bousculez-les. Moi, j'en avais 3, alors c'était bien. Mais 3 maîtres de thèse, c'est pas mal. Hein. Bon, ils ne s'entendaient pas, donc c'était bien. J'allais voir l'un, puis après l'autre, etc. Donc ça, c'était très pratique. Mais c'est quand même très intéressant, parce que chacun va vous apporter quelque chose. Et en particulier, il va vous écouter, et comme vous allez de plus en plus être autonome sur votre sujet, vous allez être à égalité, au sens que vous allez avoir une certaine expertise. Et n'hésitez pas à confronter vos idées aux leurs. Et dites pas, vous avez raison, j'ai raison, s'il y a bien quelque chose que vous devez retenir, même si je vous ai dit que vous étiez les plus beaux et les uniques, c'est l'humilité. Vous devez être fiers de vous, mais vous devez être humble. Dans tout ce que vous avez fait, ce n'est pas parce que vous allez faire une thèse sur quelque chose que vous devenez les voix uniques de ce quelque chose. Il faudra toujours les confronter. Beaucoup de choses sont des théories et des hypothèses que vous devez vérifier. Et ça, c'est important, la démarche est importante. Alors, quand vous rentrerez dans le monde académique ou pas, ou entrepreneurial, eh bien, vous allez être confronté à ça. Et on va attendre de vous ça. On va attendre de vous cette rigueur. Parce que, ben voilà, vous serez docteur. Eh oui, c'est un beau titre. Hein. J'appelle comme ça mon boucher aussi, parce qu'il me soigne bien. Mais bon, voilà. Alors, je vais vous laisser parce que j'ai quand même que 15 minutes, mais je voudrais vraiment que vous compreniez que la façon dont vous allez apprendre le travail, la façon dont vous allez saisir toutes les opportunités que vous avez pendant cette thèse, ben c'est une chance pour vous. C'est une chance qu'ont vous donné vos parents, c'est une chance que vous donnent les accompagnants, les enseignants, l'école doctorale, n'hésitez pas à les enquiquiner, ils sont très bien. Ça a l'air pas comme ça, mais sous leur masque, ils sont très bien. D'ailleurs, ils ont réussi à vous amener tous ici. Vous allez avoir vraiment des opportunités, saisissez-les. Si on vous propose quelque chose, faites-le. Et testez, ça fait partie. Soyez curieux. On attend de vous que vous soyez curieux et passionné. Restez passionné de vos sujets. Restez tellement passionné que vous suscitez l'émerveillement. Et ça, c'est important. Si vous devez retenir qu'une seule chose de tout ce que j'ai dit, c'est qu'il faut réussir à susciter l'émerveillement. Ça veut dire partager. Et pourquoi peut-être je suis là, en fait, bien entendu, c'est pour témoigner qu'un docteur, ça peut faire quelque chose, quoique, bon, moi, c'était peut-être un hasard. Mais voilà, c'est surtout que je me suis engagé derrière, parce que je m'engage pour vous, parce que je sais que vous allez faire des choses bien. Je sais que vous allez me foutre dehors, quoi. Que la génération précédente, il faut la virer. Non, mais voilà, c'est important que vous soyez contents et fiers de vous, et que vous sachiez vous émerveiller et transmettre. N'oubliez pas qu'un point important, c'est la pédagogie et le partage. Quand on vous demande de publier, ce n'est pas pour vous enquiquiner, c'est pour partager vos connaissances. C'est aussi pour apprendre à être rigoureux, expérimental et bien écrire les choses. Mais c'est aussi pour partager. Et donc partager par oral, partager par des échanges, partager en publiant. Et puis après, partager la thèse en 3 minutes, c'est vachement bien. C'est un super test. Parce que ça vous fait partager avec des amis qui en ont vraiment rien à foutre de l'étude de la sexualité des moules à marée basse. Enfin, sincèrement, voilà, c'est votre sujet.
Mais votre sujet, vous devez le rendre passionnant. Et tous là, vous avez des sujets passionnants. Alors j'ai envie de vous revoir dans 3 ans. Je vais essayer de rester de toute façon avec vous là aujourd'hui parce que je trouve que c'est très intéressant tout ce qu'on a à vous présenter. Et puis, sincèrement, j'ai envie de vous donner rendez-vous dans 3 ans, quand vous serez diplômé, même peut-être 4, où vous serez un peu dans la vie active, qu'elle soit en entreprise ou académique, et que vous aurez fait connaissance entre vous, et que vous ouvrirez vos réseaux dans le nord de la France, à l'international. Vous devez tous parler anglais, vous devez tous échanger. Vous avez la chance d'avoir un réseau académique. Vous pouvez appeler des étrangers, il n'y a pas de problème. Dans le monde de l'entreprise, ça va être plus dur. Voilà. Donc allez-y, profitez-en. Et puis plein de bonnes choses, comme le parrain dit à ses filleuls. Bonne chance et bonne route. Merci, Monsieur Després. Je pense que vous avez tout dit. On va essayer d'illustrer tout ça maintenant en vous présentant le collège doctoral un peu plus précisément. Et je vais tout de suite appeler Monsieur Kamal El Mimouni, qui est le directeur du collège doctoral. Je te passe la petite Bonjour à tous et merci d'être là. Et effectivement, Bruno a dit beaucoup de choses, il a dit presque tout. Surtout un mot qui revient assez souvent quand on prépare un doctorat, c'est la passion. Effectivement, s'il n'y a pas cette passion-là, cette lumière-là, voilà, c'est difficile d'aller loin. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de passion, mais de choses un peu plus concrètes. Tout d'abord, pour vous dire, soyez la bienvenue dans ce parcours, dans ces 3 années que j'espère pour vous, des années très enrichissantes au sein de vos équipes, au sein des ED, au sein aussi du collège doctoral. Et je vais essayer de vous préciser un peu ce que fait le collège doctoral par rapport à ce qui y est fait dans vos écoles doctorales. Et vous allez voir un peu une complémentarité là-dedans. Toujours dans votre accompagnement, à la fois scientifique et à la fois professionnel. Alors, l'école doctorale vous a sélectionné. Bruno l'a bien précisé, vous êtes tous brillants et brillantes, et vous avez été sélectionnés pour faire un doctorat, et l'école doctorale s'est chargée justement de cette sélection, et elle va vous accompagner tout au long de cette thèse par assurer une formation doctorale scientifique qui est disciplinaire pour vous permettre d'obtenir votre doctorat dans les meilleures conditions qui soient. Elle va aussi contribuer à l'ouverture européenne et internationale de ces doctorants. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'image du chercheur qui est dans son équipe, dans son petit environnement, et qui n'a pas forcément un regard extérieur. Non, c'est plus le cas, je peux vous dire. Un doctorant, c'est un acteur dans son laboratoire, dans son équipe, dans sa société, dans sa région de Hauts-de-France, dans tous les milieux et dans toute la société. Et c'est ça qui nous anime un peu au collège doctoral. Et du coup, on s'est donné quelques missions. Alors la première mission, ça serait certainement de renforcer l'interdisciplinarité et l'internationalisation. Alors si vous regardez ici, vous étiez tout à l'heure dans votre école doctorale entre personnes faisant une discipline bien précise. Là, vous êtes tous ensemble. On retrouve des gens qui font des sciences humaines et sociales, de l'économie, de la politique, des sciences de l'ingénieur. Et ça, c'est une richesse dont on a parlé et qui est très, très importante. Cet échange-là est très fructueux et permet de construire beaucoup de choses. Deuxième chose, donc deuxième mission, c'est vous préparer à la poursuite de carrière. Alors la poursuite de carrière, il ne faut pas le voir, cette formation, on essaie un peu de caser les doctorants. Je crois que moi et l'ensemble des collègues qui sont ici et de l'écosystème doctoral veut vous emmener dans des situations ou dans des postes après-thèse qui sont peut-être différents de ce qui est relativement très connu dans l'enseignement supérieur et la recherche. Pas parce qu'on n'arrive pas à vous caser, c'est parce qu'on sent que vous avez le potentiel à apporter pour tout le monde socio-économique d'innovation, de recherche, et ça c'est très important. Vous avez vraiment une carte à jouer, et c'est là-dessus où on est en train de travailler pour essayer de vous ouvrir un peu, peut-être des éventualités ou des perspectives professionnelles que vous n'y aviez pas pensé. Ensuite,
La promotion du doctorat, donc ça, on s'accorde toujours à dire que le doctorat, malheureusement en France, contrairement à l'Europe, est très très peu reconnu et il y a beaucoup de choses à faire. Alors donc pour la promotion du doctorat, on essaie de réaliser des événements dans lesquels on vous réunit déjà entre différents doctorants de différentes disciplines, mais aussi avec des acteurs du monde socio-économique pour que vous ayez un échange, pour que vous développiez le réseau dont on a parlé juste avant moi. Et donc tout ceci, là, donc ça aide un peu à la promotion de votre doctorat, de ce que vous pouvez apporter à la société. Alors, donc, concrètement, la cellule du collège doctoral, elle est la suivante. Donc, elle est constituée donc, de la direction scientifique que j'assure avec l'aide de mon adjointe, la professeure Catherine Maignan, qui est issue du monde de SHS. Et là, vous voyez déjà, il y a cette complémentarité parce qu'on apporte chacun des visions peut-être presque différentes, mais qui sont très utiles. Alors, c'est quoi le collège doctoral? C'est aussi un lieu de concertation de tous les directeurs et directrices des ED. Donc, c'est des conseils où on se met un peu tous ensemble pour essayer de réfléchir à les meilleures articulations, que ce soit des formations, que ce soit des actions du collège, qui puissent bénéficier à l'ensemble des doctorants. Donc on est plutôt sur un registre pluridisciplinaire et toutes nos actions dont on va détailler un peu l'issue tout à l'heure, eh bien, elles s'adressent à l'ensemble des doctorants. On a parlé tout à l'heure des compétences. Les compétences, c'est quelque chose de très important et on est en train de monter justement au collège un portfolio de compétences qui sera bénéfique et dont va bénéficier un peu l'ensemble des doctorants. Bien sûr, il y aura un accompagnement à cela parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, ne serait-ce que pour certaines disciplines. Et donc, cette compétence-là, pour faire prendre connaissance de tous les docteurs, de toutes les compétences qu'elles ont, et puis qui peuvent être transférées dans une situation professionnelle tout à fait différente. Alors, bien sûr, il y a dans le collège donc, l'équipe administrative que je remercie et que je suis très content de travailler avec elle. Alors, cette équipe, elle est dirigée par la directrice administrative Aïcha Arab, qui ne s'est pas présentée tout à l'heure, mais là, je le fais pour elle. Il y a 2 chargés de mission, Frédéric Lugensland. Alors, je le dis parce que vous aurez certainement des échanges de mails et c'est très bien d'avoir un peu à qui vous avez affaire. Donc, chargé des partenariats internationaux et socio-économiques, donc Frédéric Lugensland, que vous retrouverez aussi dans des formations de ma thèse en 180 secondes. On en reparlera, ou il en reparlera. Alors, il y a Adeline Astoyan, qui est la chargée de formation doctorale et qui a aussi fait sa rentrée doctorale il n'y a même pas un mois, parce qu'elle est arrivée au mois de novembre. Et il y a Amandine Détré, qui est notre assistante de formation et que, tenez-vous bien, elle organise quand même plus de 150 sessions de formation au collège doctoral. Elle est ici, voilà, que vous pouvez applaudir. Je vous livre un secret, elle ne préfère pas monter sur scène. Donc, qui est un peu derrière la gestion administrative de toutes ces formations. Alors, depuis cette année, nous avons un organe qui s'appelle Consulide. Alors, cette cellule qui est formée et dirigée par des doctorants eux-mêmes. Donc, c'est une cellule que les personnes de Consulide vont vous présenter un peu plus tard. Mais dans la mission, c'est de chercher, de faire un peu le pont entre les doctorants et le monde socio-économique. Eh bien, ils vont chercher, faire de la prospection d'un certain nombre de contrats de consulting et vont faire appel à vous. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Consulide pour faire valoir un petit peu vos compétences pour ces différentes missions. Et ces missions-là, bien sûr, rémunérées. Hein. Vous avez le droit, dans le cadre de votre thèse et d'après l'arrêté de 2016, à faire 1/6 de votre temps qui sera dédié, de contrat doctoral, 1/6 de votre temps qui sera dédié à des activités annexes, que ce soit d'enseignement ou de conseil. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour voir un peu les missions. Ils sont en demande. Et les missions sont très, très variées, diverses et variées. Il n'y a pas que des missions dans des disciplines scientifiques. Il y a beaucoup de missions qui sont aussi dans toutes les ED et toutes les disciplines. Alors bien sûr, nous ne travaillons pas tout seuls, et puis nous sommes adossés
à des établissements qui nous soutiennent financièrement. Alors, bien sûr, l'Université de Lille, l'Institut Mines Télécom Nord-Europe, Centrale Lille, et nous sommes également soutenus par la région des Hauts-de-France qui intervient énormément dans la promotion de l'innovation et de la recherche. D'ailleurs, la région finance plus de 120 thèses de doctorat par an et nous soutiennent dans les actions que nous menons en région. Alors nous avons, alors je ne vais pas citer un peu l'ensemble des acteurs, mais je vous en cite quelques-uns uniquement. Alors nos actions, elles sont plutôt régionales, c'est-à-dire on essaie de se coordonner avec d'autres établissements, donc d'autres acteurs pour pouvoir mener des actions, alors notamment avec la SAT-Nord pour un programme sur l'entrepreneuriat qui peut intéresser l'ensemble des doctorants, avec le CNRS pour justement ma thèse en 180 secondes, ainsi de suite. Donc ces partenaires-là, on travaille avec eux pour justement échanger et profiter des réseaux. On a parlé beaucoup de réseaux et le réseau est très important pour partager un peu nos différentes adresses et personnes contacts. Et on a également des partenaires internes et externes. Alors ces partenaires internes, ce sont les services qui sont disponibles, que ce soit à l'Université de Lille ou autre. Et les partenaires externes, eh bien, on travaille aussi en réseau. Il y a un réseau qui s'appelle le RNCD, le Réseau national des collèges doctoraux, qui est un lieu de partage des bonnes pratiques. Et au-delà de ce partage des bonnes pratiques, eh bien, il y a une mission aussi d'échange avec les ministères. Quand il s'agit des lois, des dispositions du ministère, il y a une consultation du RNCD qui peut être intéressante pour que l'échange, alors on n'est pas toujours écouté, mais on a des fois des suggestions qui sont prises en compte un peu par le ministère lorsqu'il s'agit de réformes. Et bien sûr, Campus France, l'European University Association. On a également des contrats régionaux, par exemple FEDER. On a participé à un Interreg TransUniv, toujours qui s'est terminé au mois de mars dernier, mais qui avait pour objectif, tout de suite, toujours, la mobilité des doctorants, l'insertion professionnelle et la connaissance un peu du tissu socio-économique très local, local, c'est-à-dire que pas très loin que la Belgique, la Flandre et la Wallonie, et la France, bien sûr. Alors voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Le mot, c'était plutôt de vous souhaiter la bienvenue, de vous souhaiter 3 années ou plus de doctorat, où vous allez vous épanouir, parce que c'est vraiment un épanouissement, le doctorat, et puis un développement de votre réseau, et puis un échange. Et n'hésitez pas à répondre aux appels du collège, parce que toutes ces formations sont pour vous. Et nous, on aimerait bien que tous les doctorants, quelle que soit leur discipline, participent à ces formations. Ces formations-là sont aussi évaluées, c'est-à-dire vous donnez votre avis. Alors bien sûr, c'est très difficile de faire une formation pour des publics très larges, donc il faut aussi prendre un peu ces formations-là, choisir selon la susceptibilité, la formation de chacune et de chacun, parce que ces formations-là sont destinées tout d'abord à un large public. Bien sûr, il y a des différents niveaux de spécialisation, mais voilà, donc on aimerait les retours de tous sur ces formations-là pour qu'on puisse, nous, de notre côté et avec les écoles doctorales, faire évoluer notre catalogue de formations que vous avez eu en papier, c'est-à-dire en chair et en os, et le faire évoluer pour qu'il soit le plus utile pour vous, parce que c'est pour vous ce catalogue de formation et cette poursuite. Bienvenue, bonne continuation et à bientôt. Merci, monsieur le directeur. Donc, Kamal vous a présenté la politique du collège doctoral. Nous allons maintenant présenter avec Adelina et Frédéric, que j'invite à monter sur scène, les actions mises en œuvre par le collège doctoral. Je vous laisse vous installer. En attendant, le collège doctoral est amené à vous accompagner pendant la thèse. Comment ? Par de la formation et venir appuyer l'offre de formation des écoles doctorales par de la formation méthodologique, par exemple avec l'innovation responsable ou encore gagner du temps dans vos méthodes de lecture,
des formations interdisciplinaires avec l'éthique, l'esprit critique, la science ouverte, ou prévenir et agir contre les violences morales et sexuelles, et des formations numériques pour vous perfectionner ou découvrir des logiciels tels que la tech, le logiciel R. Il faut savoir que la plupart de ces formations sont montées en lien avec le service commun de la documentation. Ils vous proposent une trentaine de sessions de formation par an et on a un lien très fort avec eux. Je vais maintenant laisser la parole à Adelina qui va vous parler du développement des compétences transférables. Merci Aïcha. Bonjour à tous. Alors, concernant le développement des compétences transférables, nous vous proposons un certain nombre de formations autour de ces compétences, qui sont des compétences qui vous seront utiles aussi bien dans la recherche que dans le monde socio-économique. Ces formations sont présentées autour de 4 axes, à savoir la gestion de projet, le management, la communication et les relations professionnelles. Dans notre catalogue, nous avons dupliqué un certain nombre de formations en anglais. Pour info, cette année, il y en a une vingtaine de formations qui sont en anglais. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré parmi vous pas mal de doctorants anglophones. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aux formations en anglais. Par exemple, la formation Mener sa thèse en mode projet, que nous vous conseillons de faire dès la première année de thèse. Et aussi pour info, dans la plaquette, les formations sont présentées par année de thèse, donc vous aurez le choix en fonction de votre année de thèse. Ensuite, il y a le bloc management, en bloc communication, avec des formations destinées à vous aider à travailler votre posture à l'oral, donc des formations sur la voix ou l'aisance à l'oral. Et enfin, un bloc autour des relations professionnelles, donc apprendre à comment animer une réunion ou gérer les conflits. Voilà, je passe la main à mon collègue Frédéric qui va vous parler du fonctionnement des organisations. Bonjour à toutes et à tous. J'avais fait des belles notes, et Monsieur Després, passer derrière vous, c'est compliqué. Donc, fonctionnement des entreprises et administrations et associations, ONG. Comme l'a dit Monsieur Després, c'est important de construire votre projet d'avenir. Alors nous, on vous a posé la question dans le questionnaire que vous avez rempli à l'inscription. Comment imaginez-vous l'après-thèse ? Et alors bien sûr, il y en a qui ont répondu, c'est un peu trop tôt pour s'y intéresser, mais ça passe très très vite, 3 ans. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des doctorants que je connais. Et donc, c'est bien de construire, je vais reprendre vos mots, Monsieur Després, un projet d'avenir. Pour ça, donc, l'idée, c'est de vous intéresser. Qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Si je vais dans tel endroit, comment ça fonctionne ? Si je vais dans une association, dans une ONG. Et donc, pour ça, nous, on vous propose plusieurs choses. Des formations qui sont indiquées dans le catalogue du collège doctoral que vous retrouverez. Il y a aussi des rencontres directes avec les entreprises. On a par exemple 2 événements, Doctorial et Challenge Doc. Challenge Doc, j'y reviendrai un peu plus tard. Et on a aussi organisé l'an dernier, et on va le refaire cette année, des visites, alors virtuelles, Covid oblige, mais avec des entreprises. On faisait témoigner des docteurs insérés, des services de la DRH. L'idée étant de voir quel métier exercent les docteurs en entreprise, quelles sont les compétences qui ont été transférables, c'est-à-dire qu'ils ont développées pendant la thèse et qui ont ensuite été utiles pour l'entreprise, et voir aussi la politique de recrutement. Comment se passe un recrutement ? Maintenant, c'est en plusieurs étapes. Et donc, qu'est-ce qui est important à faire valoir dans ces recrutements ? Donc ça permet, je vais dire, donc, de s'intéresser, de s'informer, de s'ouvrir le champ des possibles. Et c'est on va dire, des premières étapes par rapport justement à ce projet d'avenir. Et Aïcha va vous présenter le reste de ces étapes. Alors, on vous propose en effet un parcours qui est destiné à préparer votre poursuite de carrière. Frédéric vous a parlé de la partie s'informer, notamment en découvrant le fonctionnement de l'entreprise, mais aussi du monde associatif, de la fonction publique. S'informer aussi comment fonctionnent les réseaux sociaux, c'est important. Ensuite, progressivement, vous allez arriver à le bloc se préparer. Ça va de définir
son projet professionnel en identifiant une ou 2 pistes professionnelles, jusqu'à l'entretien de recrutement. Et enfin, le troisième bloc, valoriser vos compétences à l'occasion notamment d'un forum emploi, le PhD Job Day. Au préalable, vous aurez aussi l'occasion de faire par exemple un bilan professionnel et être accompagné par un cabinet de recrutement, d'ailleurs piloté par des docteurs. Et je reviens sur le PhD Job Day, qui est un forum emploi en 3 étapes, où il y a une journée qui est consacrée au recrutement. L'édition de l'année dernière, nous avons pu ouvrir une centaine d'offres docteurs et préparer les doctorants en amont lors d'ateliers ou encore de relecture CV et lettres de motivation. Le collège doctoral vous sensibilise aussi à quelques métiers. Je vais tout de suite laisser la parole, c'est toi Adelina, qui va nous parler du métier du parcours enseignement. Alors, lors de votre inscription, on vous a posé un certain nombre de questions. Et à la question « Comment imaginez-vous la suite de votre carrière ?» Globalement, la réponse la plus courante, c'était « enseignant-chercheur ». En effet, pour se former au métier d'enseignant, nous vous proposons un parcours enseignement qui est organisé sur 4 niveaux. Donc, le premier, s'informer, permet de découvrir le métier d'enseignant-chercheur et la déontologie des enseignants du supérieur. Excusez-moi. Le deuxième, construire, vous permettra de développer des compétences pédagogiques en analysant vos propres pratiques ainsi que d'organiser vos enseignements. Le troisième parcours, intitulé Communiquer, vous permettra de vous préparer à un oral pédagogique, mais aussi de communiquer efficacement dans vos enseignements. Et enfin, le quatrième, Animer, vous permettra de vous exercer à l'animation des petits et grands groupes et à vous préparer à l'introduction du distanciel dans la scénarisation de vos enseignements. Et je passe la main à Aïcha qui va vous parler d'un autre métier qui apparemment vous inspire. En effet, le parcours entrepreneuriat, qui est aussi un parcours progressif, puisqu'on part de s'informer, avec par exemple la création d'entreprise par les docteurs, qui est une conférence qui est animée par la Pleine Image. Ensuite, il y a une formation qui s'appelle Identifier le potentiel entrepreneurial des doctorants. Donc, c'est une formation qui a été spécialement mise en place pour vous, doctorants de première année. Et c'est dans le cadre d'un projet qui est piloté par Eurasanté et la SAT-Nord. Donc, c'est une formation de 2 journées où vous allez être amené à créer une entreprise en groupe pluridisciplinaire. Ensuite, progressivement, vous allez arriver dans la partie se projeter avec chercheurs aujourd'hui, entrepreneurs demain. Et une nouvelle action qu'on vous propose cette année avec Pépite Lille Hauts-de-France, qui est de présenter vos travaux de recherche en opportunités entrepreneuriales. Donc, ça sera sous forme de concours. Vous allez être préparé lors de 4 ou 5 séances après une présentation orale devant un jury. Ensuite, il y a se mettre en situation, toujours avec Pépite Valo, monter un projet entrepreneurial, ou encore avec les doctoriales. Nous allons organiser la 24e édition en 2022, juin 2022. Les doctoriales, c'est 5 journées autour de l'entrepreneuriat, mais aussi avec de multiples rencontres avec des professionnels. Et c'est aussi l'occasion de travailler en équipe pluridisciplinaire sur un projet de création d'entreprise et sur un thème imposé. Et enfin, se lancer. Si vous avez un projet concret entrepreneurial, vous pouvez être accompagné par Pépite, toujours Lille Hauts-de-France, avec Booster son projet entrepreneurial. C'est aussi une nouveauté cette année. Et enfin, il y a une association qui s'appelle Force Award, qui met à l'honneur l'entrepreneuriat, le partenariat université-entreprise. Et cette année, il y a un docteur, Théo Guérin, qui a eu le prix du jury pour une thèse effectuée en entreprise, si je ne me trompe pas. Et c'est d'ailleurs chez Monsieur Després, Florimond Després, qu'il a effectué sa thèse. Hasard. Voilà, je laisse la parole à Frédéric qui va vous parler du métier de consultant et de médiateur ensuite. Oui, juste rajouter un tout petit détail sur Théo Guérin, qui donc a eu le prix du jury, mais aussi le prix DocForce. Donc il a eu 2 prix dans ce challenge, dans cet événement. Le métier de consultant. Donc ça, c'est aussi dans le questionnaire quelque chose qui est revenu
assez régulièrement. Et là, pour le coup, ce que je trouve intéressant, c'est que c'était quel que soit le domaine dans lequel vous allez faire votre champ de recherche. Alors pour le coup, là, le métier de consultant, en ce moment, il a beaucoup le vent en poupe. Juste à titre d'exemple, il y a un des plus gros cabinets de consultants qui envisage de recruter 80 docteurs cette année, enfin pour 2022, pas 2021, mais pour l'année 2022, 80 docteurs. Pourquoi docteur? Parce que dans ce métier, il trouve que toutes les compétences que vous allez développer pendant votre thèse sont en parfaite adéquation avec ce métier de consultant. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, le métier de consultant, là encore, on a un parcours, enfin, on a des choses qui sont proposées. Il y a 3 étapes, on va dire, 3 grandes choses. Elles peuvent être faites indépendamment ou les unes à la suite des autres. On va dire, logiquement, j'ai envie de dire, ce serait la formation en premier lieu, donc c'est avec un consultant professionnel qui va vous parler du métier de consultant, des outils, etc. Ensuite, il y a un exercice de mise en application, c'est Challenge Doc. J'en parlais tout à l'heure, c'est une rencontre avec l'entreprise. Donc là, vous êtes pendant 3 jours dans la peau d'un consultant, un vrai, en équipe pluridisciplinaire. Une entreprise vient avec un problème ou avec une question qu'elle se pose, et le but, c'est d'y répondre en 3 jours. Et donc, vous allez utiliser des outils, vous allez réfléchir, vous allez travailler sur cette problématique, et à la fin, face à un jury et face à l'entreprise également, vous allez rendre vos conclusions et donc rendre aussi un rapport à l'entreprise. Donc c'est un bon moyen pour faire une première connaissance et mettre aussi un premier pied dans ce métier. Dernière étape qui peut être possible, on en a déjà parlé, c'est Consulide. Consulide, donc, comme l'a dit Kamal, c'est un cabinet de conseil qui est animé par des doctorantes aujourd'hui, et elles vont chercher des missions en entreprise. Mais bon, je ne vais pas vous en dire plus, elles vont le présenter tout à l'heure, mais en tout cas, c'est une étape qui est possible. Autre métier qui est revenu dans le questionnaire, c'est le métier de médiateur. J'ajouterai médiateur, vulgarisateur, alors une très légère différence, mais bon, peu importe, aujourd'hui on va dire que vous êtes plutôt des vulgarisateurs. Pourquoi vulgarisation? C'est quelque chose qui est quand même assez ancien et qui est assez important, le but étant à l'origine de réduire le fossé entre la recherche, les chercheurs, et le grand public. Et donc, plusieurs choses se sont faites, il y a plein de choses qui se sont montées à l'époque par des chercheurs, et le but était de parler de la recherche, comment on l'a fait, qu'est-ce qui se passe dans un laboratoire, qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel sujet, et aussi d'apporter des connaissances, et aussi de dire aux gens, voilà comment je le fais, et voilà ce que ça vous apporte à vous, société. Donc, il y a d'un côté ce qu'on pourrait dire le fond, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire et quelle intention vous avez derrière. Est-ce que vous voulez susciter l'émerveillement? Enfin, désolé, je reprends encore une fois vos mots, mais ceux-là, je les avais notés. Susciter l'émerveillement, est-ce qu'on veut interroger, est-ce qu'on veut questionner, est-ce qu'on veut expliquer une démarche, est-ce qu'on veut expliquer un concept, est-ce qu'on veut provoquer une analyse critique, l'esprit critique, aiguiser l'esprit critique, provoquer un débat. Bref, il y a plusieurs façons de voir cette vulgarisation, l'idée étant toujours d'intéresser les gens. Et puis il y a la forme. Comment vous allez le faire? Est-ce que vous allez faire un atelier, une conférence, un article, une vidéo YouTube, pourquoi pas? Donc il y a plusieurs choses qui sont possibles dans cette vulgarisation. Et pourquoi le faire plus spécifiquement? Parce que certainement ça vous servira plus tard. Au-delà du métier, c'est quelque chose qui vous sera utile lors d'un recrutement, lors de la défense d'un financement. Il va falloir expliquer simplement ce que vous avez fait, ce que vous avez fait pendant votre thèse, qu'est-ce que vous avez développé, à quoi ça va servir pour monsieur et madame tout le monde, à quoi ça va servir pour cette société par exemple. Et donc, le faire, se confronter à différents publics, faire quelques formations. Donc là, il y en a quelques-unes qui sont proposées dans le catalogue du collège. Là encore, c'est un mix entre fond, forme, à vous de voir avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise, en tout cas si ça vous intéresse. Et donc se confronter à différents publics, c'est toujours intéressant. Encore une fois, comme le disais, je partage entièrement votre opinion, puisque j'étais moi-même médiateur pendant quelques années. C'est important parce que ça permet de se remettre en question, d'avoir des nouvelles questions, de se remettre en cause et de voir les choses autrement. Donc voilà, donc, je ne peux que vous donner qu'un seul conseil. Alors, je vais juste rajouter une toute petite chose. Je dépasse mon temps largement, là. Désolé, oui. Je sais que tu es derrière le chrono. La recherche aussi participative qui se développe de plus en plus, et où on va en parler à l'université dans très peu de temps. Enfin, on en parle déjà, il y a une formation dessus.
L'idée étant d'inclure justement la société dans les travaux de recherche, enfin pas de l'analyse des résultats, mais plutôt dans la réception des résultats ou des données. Et donc si vous êtes intéressé par ça, il y a une formation où c'est la boutique des sciences à l'Université de Lille qui va porter cette démarche. Donc voilà, comme je disais, je vous invite à communiquer, partager, c'est le mot que j'ai retenu en tout cas, le partage, tout ça dans les réseaux ou dans les formations. Adelina. En parlant de réseau. Pardon. Donc, on vous a déjà beaucoup parlé de réseau. J'y rebondis encore une fois. Le collège doctoral est aussi un moyen de développer votre réseau professionnel. Comment ? Donc, tout d'abord, en vous inscrivant en formation professionnelle, c'est un moyen de rencontrer vos homologues des autres écoles doctorales, mais aussi c'est l'occasion de rencontrer nos intervenants, qui sont des cabinets en lien fort avec le monde socio-économique, tels que Ad-Hoc Talent Management ou l'ABG. Ensuite, participer à des événements comme celui d'aujourd'hui, c'est l'occasion de développer votre réseau, en rencontrant notamment nos partenaires qui seront présents lors du cocktail. Encore le PhD Welcome qui aura lieu demain et qui accueille les doctorants internationaux, c'est aussi une occasion de développer votre réseau professionnel. Et si on parle de l'international, je pense à l'appel à projet mobilité. Donc profitez de votre doctorat pour réaliser des mobilités à l'international, en répondant à l'appel à projet du collège doctoral qui est publié une fois par an en PhD Mobility Programme. Enfin, développez votre réseau sur les réseaux sociaux en nous suivant sur LinkedIn, Facebook et YouTube. Voilà. Merci. Vous avez vu qu'on vous propose, c'est pas fini, c'est peut-être parce qu'on arrive à la diapo la moins sympathique, c'est moi qui ai chargé de la présenter, peut-être parce que je suis pas sympa. On vous a présenté un certain nombre d'actions, on propose près de 100 formations, vous avez vu la plaquette de formation, elle fait plus de 130 pages, donc en termes d'organisation, c'est assez lourd à gérer, et j'en profite aussi pour remercier Amandine, qui va au charbon tous les jours pour organiser de manière très bien les formations. Alors, il y a une procédure d'inscription pour que tout se passe au mieux. Alors, la première étape, c'est on inscrit toutes les formations sur une plateforme qui s'appelle Adum. Vous devez la connaître puisque vous y êtes inscrit administrativement. Vous allez pouvoir y retrouver toutes les formations de l'année. Elles ne sont pas ouvertes puisqu'elles s'ouvrent 2 mois avant chaque session. Une fois que vous vous inscrivez, vous allez vous retrouver automatiquement sur liste d'attente et on viendra valider votre inscription sur motivation. Donc, veillez à bien remplir vos motivations, elles sont lues et on valide vos inscriptions sur liste principale en fonction de ces motivations. Ensuite, vous allez recevoir une semaine à peu près avant la formation, une invitation précisant le lieu, horaire et autre chose que je vous invite aussi à lire avec attention. Si vous n'avez pas la possibilité de venir à la formation, ça peut arriver, il faut juste nous prévenir de façon à ce qu'on puisse faire bénéficier de la place à quelqu'un qui est resté sur liste d'attente. Ensuite se déroule la formation, on précise qu'il faut arriver à l'heure, généralement ça commence à 9h, et puis de partir aussi à l'heure de fin, généralement à 17h, si c'est une journée qui se passe si c'est une formation qui se passe sur une journée. Ensuite vient le moment de la validation, donc on va vous valider si vous êtes présent. Et là, tout à l'heure, Kamal vous a parlé du réseau du collège doctoral. Vous faites partie aussi de notre réseau, puisqu'on a besoin de vos retours aux actions de formation qu'on organise. Les évaluations sont toutes lues. On prend en compte vos remarques et suggestions. Donc, c'est très précieux pour nous, puisque ça nous permet de faire évoluer notre catalogue de formation et de l'enrichir éventuellement. Et enfin, arrive le Graal, l'attribution des crédits qui sont visibles sur le site d'Adum. Je pense qu'Amandine t'a tout renseigné. Voilà. Merci. Merci. Là, vous pouvez applaudir Adelina et Frédéric. On
vous a présenté tout à l'heure Consulide, on vous en a parlé plusieurs fois, donc je vais inviter maintenant Marie à vous parler de la structure Consulide. Je t'en prie. Si tu as besoin de passer, ou sinon tu as... Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Marie, je suis doctorante là en 4e année. Je soutiens bientôt, yay à moi. Mais en parallèle de ma thèse, donc, j'ai rejoint Consulide. Et donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est le dispositif Consulide. Donc Consulide, là, on est rattaché depuis cette année au collège doctoral et à l'université de Lille. Et on s'apparente réellement à un cabinet de conseil géré par les doctorants et pour les doctorants. Donc c'est un véritable cabinet de conseil où vous êtes les consultants. Donc vous êtes les experts sur une mission donnée. Je vais vous expliquer tout ça. Mais d'abord, qu'est-ce que le conseil en fait ? Le conseil, globalement, c'est une intervention qui est réalisée dans une entreprise par un expert qui est extérieur à celle-ci. Et donc, comme je viens de vous le dire, lors des missions avec Consulide, vous devenez cet expert qui allait directement dans l'entreprise réaliser une mission en particulier. Les objectifs de Consulide, donc, c'est de faire découvrir le monde de l'entreprise, le monde socio-économique plus général aux doctorants et aux futurs docteurs, mais surtout de mettre en avant le potentiel des doctorants pour améliorer leur insertion professionnelle. Consulide, c'est vraiment un lien entre les doctorants et la recherche académique, finalement, et puis le secteur privé, le monde socio-économique de manière générale. Comme on l'a si bien dit tout à l'heure, le doctorat apporte tout un lot de compétences qu'on développe à côté de l'expertise scientifique. Donc là, vous en avez tout un lot globalement qui est répertorié. Et c'est ces compétences-là qu'on vient mettre au service de l'entreprise via des missions de veille technologique, d'études de faisabilité, mais aussi d'audit et de conseils en innovation, de soutien technique et de formation. Et donc pour vous donner une idée, ici, c'est globalement un petit aperçu des entreprises avec lesquelles on a pu travailler cette année et l'année dernière via une dizaine de missions de conseil. Il y a eu une dizaine aussi de doctorants embauchés sur ces missions, dont 2 qui ont fini en CDI dans ces entreprises. Donc comment se déroule une mission exactement avec Consulide ? Eh bien, nous, à la tête de Consulide, globalement, on va aller démarcher les entreprises directement pour identifier leurs besoins, à savoir si elles auraient un problème en particulier qui pourrait bénéficier de l'expertise d'un doctorant. Et une fois qu'on a déterminé tout ça, leurs problématiques avec l'entreprise, eh bien, on va directement vous chercher, vous, dans les domaines en fait, qui nous sont, pour lesquels on a besoin de l'expertise. Et donc là, typiquement, tous les doctorants de l'Université de Lille peuvent postuler pour ces missions, que ce soit en biologie, en SHS, en psychologie, en histoire, en littérature ou même en physique. On a vraiment des missions pour tout le monde. Et donc Consulide, comme je vous l'ai dit, fait le lien entre l'entreprise et les doctorants. Et donc, en fonction des missions qu'on a, on dépose des candidatures, des profils de doctorants que l'on recherche. Et donc, ça nous permet de vraiment recruter le meilleur doctorant, celui qui a le profil le plus complet sur cette mission d'expertise. Donc globalement, voilà le déroulé global d'une mission, entre la rencontre et la structuration de la mission qui là se fait principalement entre l'entreprise et Consulide, puis ensuite la réalisation, c'est vraiment vous, experts mis en place sur cette mission, qui allez réaliser avec le rendu d'un livrable à la fin. Donc ces missions sont rémunérées. C'est autorisé dans les contrats doctoraux d'avoir jusqu'à 1/6 du temps de travail qui n'est pas consacré à la thèse. Et donc ça permettrait d'avoir une première expérience finalement de ce que ça pourrait donner dans le milieu entreprise, puisque généralement, je parle pour moi ici, je ne connaissais absolument pas le secteur entreprise avant d'intégrer Consulide. Donc ça peut être une belle opportunité quand même.
Donc nous sommes 3 en ce moment à gérer Consulide, donc vraiment à gérer autant la prospection que les recrutements de doctorants. Et nous sommes encadrés par du coup Frédéric Julien-Schlan, qui est partenaire, qui est au collège doctoral, mais aussi par un consultant senior qui nous conseille vraiment sur tous les aspects des missions de conseil. À côté de ça, donc bien sûr, les missions de conseil sont le rôle principal de Consulide, mais à côté de ça, on est vraiment là aussi pour favoriser et faire connaître autant le doctorat aux entreprises, mais aussi le secteur privé aux doctorants. Et donc par là, on organise tous les premiers jeudis du mois ce qu'on appelle des Consulives, où on invite des acteurs du monde socio-économique, généralement des Hauts-de-France et d'ailleurs, qui viennent parler de leur métier, de ce qu'ils ont fait après leur thèse, et qui viennent vraiment échanger avec nous. Donc tous ces lives se passent sur Discord, et on essaye d'en faire un par mois. À côté de ça aussi, donc on organise typiquement des événements, comme là on a emmené 45 doctorants au PhD Tallinn Career Fair, où on a organisé le bus, mais aussi on a créé la formation avant ça pour justement préparer à ce forum, justement par la préparation des CV, les entretiens individuels, pour justement donner le maximum de chances aux doctorants de faire mouche lors de ce forum. Donc voici un petit récapitulatif de pourquoi ça serait utile de venir nous rejoindre finalement, mais en tout cas Consulide c'est un moyen de connaître le privé, de faire autre chose que sa thèse, que le côté scientifique pendant sa thèse, et d'avoir vraiment une ouverture sur le monde socio-économique de manière générale. C'est une opportunité assez intéressante justement pour voir ce qui se passe après et déjà préparer sa poursuite de carrière. Si vous voulez nous contacter, vous n'hésitez pas, là j'ai mis quelques infos sur comment nous contacter, on est disponible sur les réseaux, on a une adresse mail aussi, mais surtout on sera là au cocktail, on aura un stand. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez toutes les questions, on est là, on y répond avec grand plaisir. Et voilà. Merci Marie. Donc maintenant, je vais vous parler d'un réseau, le réseau des référents parcours professionnel. Il y a quelques aidés qui ont pu rencontrer leurs référents dans leur rentrée en première partie d'après-midi. Alors, le réseau des référents professionnels, donc on a une quinzaine de référents. Ce sont des enseignants-chercheurs ou des chercheurs qui nous accompagnent, nous, collège doctoral, dans nos actions et qui sont aussi, pour vous, la possibilité d'être accompagné de manière un peu plus personnalisée, d'être informé, d'être conseillé sur le marché de l'emploi, sur votre plan de formation. Vous avez vu qu'il y a une plaquette qui fait plus de 100 pages. Comment vous y retrouver? Vous pouvez aussi vous rapprocher d'un référent parcours professionnel. Le portfolio de compétences, ça c'est une nouvelle action qu'on met en place cette année. Le portfolio de compétences, c'est un moyen d'identifier, communiquer, valoriser vos compétences. Et là aussi, quand on le mettra en place, on va vous en informer dans l'année, vous allez pouvoir être accompagné par ce réseau. Le parcours compétences pour l'entreprise, là, je ne vais pas vous en parler puisqu'on va avoir un témoignage après. Et possibilité d'être accompagné sur le CV, lettre de motivation. Donc la liste des référents est dans la plaquette de formation, à la dernière page. Il y a leur mail. N'hésitez pas à prendre contact avec eux tout au long de votre thèse. Ils seront là et seront ravis de pouvoir vous accompagner dans vos questionnements. Maintenant, on va vous parler de la poursuite de carrière des docteurs. Et Martine Cassette, qui est la directrice de l'ODIF, l'Observatoire de la direction des formations, est en charge d'enquêter sur le devenir des docteurs. Et, elle n'a pas pu être là aujourd'hui, mais elle a préparé une diapo audio. Et elle fait un focus sur l'insertion professionnelle des docteurs diplômés en 2017, leur devenir, les conditions de la thèse et où ils se trouvent aujourd'hui. Moi, j'essaie de trouver où est le début de ma diapo.
L'Observatoire de la direction des formations enquête tous les ans les diplômés de DUT, de licence pro, de master, de DUST et aussi des docteurs. C'est donc ces quelques résultats de l'enquête réalisée l'an dernier que je vais vous présenter. D'abord, cette promotion 2017 concernait l'ensemble des diplômés de l'ICIT, c'est-à-dire que pour cette promotion, on avait aussi bien les diplômés de l'Université de Lille que les diplômés de Centrale, ce qui représentait 433 diplômés, dont vous voyez les caractéristiques. Les enquêtes ont permis d'obtenir un taux de réponse de 74%, ce qui est tout à fait satisfaisant pour être sûr des statistiques présentées. La situation des doctorants avant la thèse, on voit que les 3/4 pratiquement venaient d'un master en termes de diplôme de deuxième cycle, mais que 20% venaient de diplômes d'ingénieurs, notamment en ce qui concerne les diplômés de sciences et technologies, sciences de l'ingénieur. En ce qui concerne l'origine géographique, moins d'1 sur 2 venaient des Hauts-de-France, et notamment, on en a 22% qui venaient de l'étranger. Au moment de leur inscription, 19% des docteurs avaient une activité professionnelle. C'est surtout vrai dans les disciplines d'art, lettres, langues et SHS. Vous avez là les principaux regroupements disciplinaires qui sont utilisés dans les statistiques. En ce qui concerne la durée de la thèse, la durée médiane a été pour cette promotion 2017 de 3,3 ans. Alors la durée médiane, c'est ce qui sépare la population en deux, c'est-à-dire que la moitié des diplômés ont mis moins de 3,3 ans pour réaliser la thèse. Cette durée médiane est proche de celle des promotions précédentes, même si on le voit, il y a des différences au niveau des champs disciplinaires, puisque les domaines scientifiques sont plutôt dans ce 3,3, voire même 3,2, alors que l'économie-gestion et les lettres et sciences humaines sont plutôt autour de 5 ans. Autre différence, bien évidemment, la durée médiane est autour de 3,2 ans si on a un financement spécifique au doctorat. Par contre, pour les diplômés qui ont fait leur doctorat sans financement spécifique, la durée médiane est plutôt de 4 ans. L'enquête a donc eu lieu à partir du 1er décembre 2020 pour demander la situation de ces diplômés à cette date. On voit qu'à cette période, 91% des diplômés sont en emploi, 8% sont en recherche d'emploi et puis quelques-uns dans une autre situation. Sur ces emplois occupés, on a 14% qui sont des post-doctorats, qui peuvent être d'ailleurs plus importants dans certaines disciplines comme les sciences de la vie et la biologie, on est à 17%. On remarquera lors de la publication que le pourcentage de ce post-doctorat a légèrement diminué par rapport à la promotion 2016. Le taux d'insertion est donc de 92%, ça signifie en contrepartie que le taux de chômage est de 8%. On voit qu'il y a peu de différence là entre les champs disciplinaires et puis les autres, puisque l'ensemble des résultats tourne entre 90 et 94%. Petit écart là encore, pour les diplômés passés par un master, on est à 92% de taux d'insertion. Pour les diplômés passés par un diplôme d'ingénieur, on est à 94%. Là encore, les écarts se réduisent par rapport aux promotions précédentes. En dehors du taux d'insertion, ce qui est important, c'est de regarder les conditions de l'emploi, notamment avec les variables qui figurent sur la diaporama. Le taux d'emploi de niveau cadre est de 96%. En cela, il est normal qu'il soit très élevé puisqu'on est arrivé à Bac+8. Pour information, les diplômés de master ont un taux d'emploi cadre qui est souvent autour de 65-66% maximum. Le taux d'emploi à durée indéterminée de 72%, en cela il est assez proche des masters aussi. Le taux d'emploi à temps plein 95%, même chose. Par contre, le revenu net mensuel médian est bien sûr supérieur à ce qu'on trouve au niveau d'un master puisqu'il est de 2500 € et c'est bien du revenu net mensuel avant imposition. Quelques petites différences entre les hommes et les femmes, quoique on peut voir qu'en termes d'emploi de niveau cadre, il n'y a pas d'écart entre les hommes et les femmes issus d'un doctorat. Les différences entre les masters et ingénieurs qui existent sont essentiellement sur la part de cadre et le salaire, mais pas tellement sur les autres variables. À l'issue de cette première présentation des principales variables des conditions d'emploi, ce qui est intéressant à retenir, c'est que lorsqu'on a interrogé au 1er décembre 2020, c'est-à-dire après que la crise sanitaire ait bien commencé en mars 2020, eh bien l'ensemble de ces éléments montrent que la qualité de l'insertion professionnelle des docteurs ne s'est pas dégradée par rapport aux promotions précédentes. On est dans des situations pratiquement identiques, voire même meilleures que la promotion 2016. Petit zoom sur la qualification CNU. On a 36% des docteurs 2017 qui se sont présentés à la qualification, avec là encore des différences assez importantes entre les champs scientifiques et puis les autres, c'est-à-dire les sciences humaines et DEG, qui sont en nombre plus important à se présenter à la qualification.
Pour ces dossiers de candidature à la qualification, on voit qu'au final, 86% ont été qualifiés et sur ces 86%, 16% sont devenus maîtres de conférence. Dans quel secteur d'activité les retrouve-t-on? Eh bien, 52% de nos diplômés de docteurs sont dans l'enseignement, la recherche et la R&D. C'est un peu plus vrai pour les DEG et à l'SHS, mais essentiellement parce qu'ils se trouvent davantage en enseignement. Et 15% travaillent dans des activités scientifiques et spécialisées. Là encore, sur certains secteurs, on voit quelques différences, puisque dans tout ce qui concerne l'enseignement et la recherche, on est plutôt sur des diplômés qui sont passés auparavant par un master, pour 55%, et 41% sont passés par un autre diplôme, notamment ingénieur. Alors qu'au contraire, si je garde les 13% qui se sont insérés dans l'industrie et la construction, seulement 10% étaient passés par un master et 21% sont passés par un autre type de diplôme avant d'arriver en doctorat. En tout cas, indépendamment des secteurs d'activité, les 2/3 des docteurs effectuent des activités de recherche pendant leur activité et leur métier, et la moitié réalisent des productions scientifiques. Donc il y a bien un lien entre le parcours de formation et puis le type d'insertion professionnelle. En ce qui concerne le secteur d'activité, eh bien, on a pratiquement la moitié des diplômés qui se retrouvent dans le secteur privé et l'autre moitié dans le secteur public. On voit que l'associatif ne concerne essentiellement qu'à l'SHS, avec bien sûr quelques différences, puisque pour tout ce qui concerne la SHS, le public est de 59% parce qu'il y a beaucoup d'enseignements et puis que les sciences humaines sont souvent dans le secteur public, alors qu'au contraire, les sciences, et notamment les sciences et structures de la matière, sont davantage dans le secteur privé. Pour l'insertion en termes géographiques, 30% des docteurs travaillent à l'étranger, mais ce chiffre cache des différences importantes entre les étudiants étrangers qui, eux, sont insérés à l'international pour 51%, avec un tiers qui retourne dans leur pays d'origine, et puis les étudiants français qui sont insérés à l'international pour 13%. En ce qui concerne la région, on a 37% des diplômés de doctorat qui sont intégrés dans l'emploi régional, avec là encore des petites différences par champ disciplinaire, puisque on n'est qu'à 26% pour les sciences et structures de la matière et 49% pour les sciences de la vie, biologie, santé. De façon générale, l'ensemble des docteurs est satisfait ou très satisfait de la situation professionnelle, puisqu'on arrive à 92% disant cette satisfaction. On voit que c'est l'adéquation emploi-doctorat qui est le plus satisfaisant pour eux, puisqu'on est à 84%, et que bien sûr la rémunération par rapport à l'investissement réalisé par ces diplômés n'est satisfait que pour 73%. On peut retrouver l'ensemble de ces résultats sur le site de l'ODIF, comme toutes les publications, et notamment si on veut retrouver les résultats et l'analyse, il s'agira du document étude et enquête numéro 47 de novembre 2021, qu'on peut retrouver soit par thématique insertion professionnelle, soit au sein des publications de l'Observatoire. Nous allons passer maintenant, donc sans transition, à la remise du prix de thèse international. Le collège doctoral met à l'honneur 2 docteurs qui ont fait leur thèse du coup à l'international. Et je veux appeler pour remettre les prix Joanne Saison de l'école doctorale SJPG et Ludovic Macaire de l'école doctorale MADIS. Je vais les inviter à remettre les prix, puisque les docteurs mis à l'honneur cette année viennent de ces écoles doctorales. Il s'agit de Romain Bunel et Mula Alubel Abtiu, que j'invite à venir sur scène également. Bon. On va faire une petite photo. Puis une photo à 4.
multi-écran. De toute façon, c'est pas grave parce qu'il va mettre son diaporama. Il va mettre son diaporama. Comment? Kamal, viens, on va faire une photo. Donc on va laisser la place à Romain Bunel pour vous présenter sa thèse. Et je vais tenter d'afficher le diaporama qui le puisse afficher. Et on ne peut pas dire que je suis très forte en info. Attends, préférence système. Ah oui, c'est le recopie. Ah oui. Ça passe. Voilà, je vous laisse la parole. Comme vous voulez. Bonjour, merci à tous d'être ici. Tout d'abord, je voudrais faire quelques remerciements. Tout d'abord, merci au jury du collège doctoral de m'avoir octroyé ce prix de thèse. Je tiens également à remercier mes directrices de thèse, dont Camille Guaran, qui est présente ici ce soir, sachant que mon autre directrice de thèse, Françoise Montambeau, étant à Montréal, c'était un peu compliqué de venir. Et de manière générale, je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant mes années de doctorat et toutes les organisations qui ont rendu son financement possible, y compris déjà le collège doctoral pour le financement de mon terrain en 2016-2017. Donc le travail qui est présenté ici s'intitule, qui est primé, ma thèse qui s'intitule « L'art de saisir l'État, défendre la culture de coca au Pérou et en Bolivie ». Donc c'est un travail que j'ai entrepris en 2014 et qui visait à répondre à la question de la relation à l'État des cultivateurs de coca, des paysans cultivateurs de coca au Pérou et au Bolivie. Donc la coca est une feuille consommée traditionnellement, mais également est le principal ingrédient de la fabrication de cocaïne. Et donc tout cela renvoie à une image très conflictuelle des régions de production qui sont généralement associées à des éradications forcées, une criminalisation des agriculteurs et en retour de fortes mobilisations de contestation envers l'État. Donc j'ai décidé d'aller voir ce qui s'y passait et en 2015 j'ai entrepris un premier séjour de recherche en Bolivie au contact des agriculteurs. J'y suis retourné en 2016, en 2017, je suis également allé dans une autre région du Pérou et au final j'ai passé plus de 13 mois dans ces deux pays. Dans les régions de production, j'ai mené des entretiens avec les cultivateurs. Je suis allé voir comment ils travaillaient et surtout comment ils s'organisaient. J'ai assisté à leurs réunions de village, leurs réunions de fédération agricole et je les ai suivis dans leurs manifestations. J'ai également été à la rencontre des acteurs présents dans ces deux régions, des fonctionnaires, des agences de développement. Ce qui ressort de cette thèse, c'est que cultiver de la coca ou manifester pour défendre la coca ne signifie pas être contre ou s'inscrire en rejet de l'État, mais qu'au contraire, je me suis rendu compte que lors de cette enquête de terrain, que c'est plutôt en s'organisant et en reprenant la défense de certaines activités illicites et illégales au nom de certains registres, comme la défense des peuples autochtones en Bolivie ou la réparation du conflit armé au Pérou, qu'on arrive finalement à faire venir l'État dans des régions rurales reculées, souvent perçues en marge de leurs États-nations. Plus que de faire venir l'État, la coca, en tant que principale ressource de subsistance dans ces deux régions, permet de s'organiser pour saisir l'État, c'est-à-dire orienter les programmes de développement mis en place dans ces régions. J'en viendrai rapidement sur le caractère international de cette recherche. Alors vous avez pu voir que c'est une thèse qui est internationale de par de son sujet. Et effectivement, j'ai pu réaliser quelques séjours de recherche à l'Université Mayor de San Simón en Bolivie ou à la PUC au Pérou.
ce qui a débouché sur plusieurs collaborations, notamment une publication dans un numéro de revue spéciale avec des collègues péruviens dans une revue péruvienne. Mais c'est également une thèse qui a été menée en co-tutelle avec l'Université de Montréal, où j'ai passé mes premières années de doctorat. Je me suis intégré en tant que membre d'un réseau de recherche sur les études latino-américaines, les RIGAL. À mon retour à Lille, j'ai collaboré au rapprochement de mes 2 laboratoires de recherche à Montréal et à Lille, qui sont désormais institutionnalisés autour du laboratoire international associé Principe, pratique informelle du politique. En tout et pour tout, j'aurais passé 3 ans à Montréal, plus d'1 an au Pérou et en Bolivie, et 2 années à Lille. De toutes ces années, on a tendance à retenir la thèse, les publications et autres participations à des événements scientifiques. Mais il y a d'autres choses. On apprend le métier de chercheur et on apprend à se battre pour la recherche. On se bat d'abord individuellement, à aller chercher des bourses pour subsister, faire une recherche à prix coûtant, multiplier les vacations. Mais finalement, on se rend vite compte que cette course concurrentielle au financement, les manques de moyens pour enseigner, le financement de la recherche sur des années de chômage ou l'imposition d'orientation aux chercheurs est un combat qui mérite d'être mené collectivement. Pour moi, la lutte n'a pas juste été un objet d'analyse dans le cadre d'une thèse. Elle s'est réalisée contre les mesures d'austérité au Québec en 2015, contre la loi pluriannuelle de la recherche en 2020 et contre le PE cette année. Elle se fait contre ceux et celles qui veulent nous casser, nous classer, nous orienter, nous brimer dans nos recherches, plutôt que de mettre des moyens pour un enseignement supérieur et une recherche de qualité pour toutes et tous. Aujourd'hui, le combat est loin d'être terminé, mais nul doute que vous serez présents pour le relever. Car au final, c'est aussi ça l'enseignement et la recherche. Un effort collectif par lequel on construit ensemble, on échange, on se lit, on se relit et on s'entraide. Et si c'est bien une recherche individuelle qui est primée ce soir, elle doit beaucoup au collectif qui m'a entouré ces dernières années. Merci à eux et à elles, et merci à vous pour votre attention. Merci, Monsieur Bunel. On va appeler maintenant Monsieur Mula Lubel-Actu. J'ai un petit souci. J'ai perdu mon pointeur. Il est là. Il veut pas aller là. Attends. Je vais me défaire. Comment j'ai fait tout à l'heure? Ah. Oui. Excusez-nous, on a un petit problème technique que je vais tenter de résoudre avec mes compétences informatiques très poussées, comme vous pouvez le constater en direct. Spécialiste de l'informatique. J'ai envie de... Moi, quand c'est comme ça, j'éteins tout. Hein. Généralement, ça marche. Bon, là, ça va être un petit peu... Non. Ah. Non, ça ne marche pas. Ah, si, c'est revenu. Ça va. Oh, c'est génial. Attends. C'est bon. Merci. Généralement, dès que je le menace, mon ordinateur, il m'obéit. Il y a quelque chose entre nous. Voilà. Super. Bonjour.
Désolé, j'ai préparé ma présentation en anglais. Je n'ai pas parlé bien français. Thank you for the committee members for awarding this prize, and thank you everybody who's involved in this work, including my advisor, my colleagues, my friends, my families, and all the institutions who are involved in this thesis to come true. So I just give my thesis, this presentation as PhD thesis journey, experience, and learning outcomes. So as an outline, I will give you a little bit background of mine, and thesis title, international, what are the collaborators, and who is going to sponsors. I'll give you a little bit thesis summary, and what was the contribution in the scientific world, and what was my current and the future perspective, and then finally I'll give you a little bit experience tips. So as a background, I just did my Bachelor of Science in Textile Engineering back in Ethiopia at the Bardine University, and then work as a stamp lecturer in the same university, and then moved to India to do my MSc in fashion technology, and back to my country as a lecturer. I did a little bit as a lecturer over there, and joined the joint doctoral programs, which is joined by SMTex program. I'll explain you a little bit. Then work a little bit as some professor there, and now I'm working as an ATO. It's a temporary teaching and research associate in ONSET, which is found in Roubaix, School of Engineering. And I'll also work as an entrepreneur graduate who is involved in PEPIT, Lille, as well as incubated. My project is incubated in raw material to develop my own business. So my PhD thesis title was Redesign Process of Clothing for Women, applied mostly in ballistic protection as well as corsetry by using a special type of fabric. It's known as 3D warp interval fabrics. I have 6 supervision boards, which is found in different countries. So what are the collaborating in my thesis and who's in sponsors? First, there are 3 collaborators. The first one is Lille University, which is ONSET GEMTEX laboratory. I just went there, I was there in 18 months at the beginning of my mobility, then moved to Romania, Georgia Technical University for another 18 months, and moved to China for another 1 year, but unfortunately due to COVID, I returned back to France to finalize my thesis. So the sponsor for my PhD was mainly 2. The first one is Erasmus Mundus, which is sponsored by the European Commission under SMTex program, which is dedicated for developing design and material for textile. I was involved in the 2016 scheme. It was having 5 schemes generally, but I was involved in 2016, finished 2020. And the last 1 year was sponsored by the CSC, which is Chinese Scholarship Council, for another 1 year. So as an introduction, as you know, textile materials is one of the most important materials which are involved in different way of life in the human beings. For example, beyond the material used in the clothing, it has been involved including in the agriculture, in the geotextile, in the home, in the industrial, in the sport, in packaging, in optic, in mobile, and transport, in the medical. But my focus was in ProTech, which is known as a textile, which is used for protection. When you say used to protection, it protects from different kind of threats, as you see from here. Then my main was a textile, which is used to protect mainly from the ballistic or any kind of threat. So that type of protection garment is known as body armor. It can protect from different types of threat, including firearms, spikes, knives, and so on. It has also 2 types, the higher level and the lower level. And when you say here, higher demand, nowadays there are lots of violence in the world. So the person who are involved in that kind of profession has to have such kind of body armor. As you see from different personnel having this kind of protection wear. So in general, in order to have such kind of clothing with higher performance, you need to have 3 things: performance, cost, and comfort. If you don't have such kind of optimization, it will fail. So it doesn't need to have such kind of fabrics.
So the problem is now the manufacturer, designer, engineer, they are working very well in this field. But the problem is a body armor which is dedicated for women. Why? There are many reasons. Body armor is a multi-layer, which is very complex. And the other one is the body shape of the woman is very complex as well. Two complexities there. So I have to manage all these things. So there is no any defined solution to give such things so that they can have an optimum protection. And by using this, considering this, the women who are involved in such kind of profession, they are wearing a body armor which is dedicated for men, which is very bad, not only in protection, but also psychological as well. And considering this, they produce also dedicated body armor by using traditional method, but this traditional method doesn't give protection because of there is stitch and can be penetrated. So this thing is, it doesn't work. And most importantly, the number of women who are involved in such kind of task or in this kind of profession has been increased day by day. So there is a demand, that means. So there should be a solution. So I just start my PhD to devise a method in order to define such kind of methods, as well as I have to produce a material which adapts my design. This is the two main objectives. So I just use two different fields. The first one is a design method, which is a panel designing systems. And the second method is I have to produce a material, a textile material, which can adapt my design. So for designing purpose, I just start scanning of this material by using 3D design process. And I develop a body material, a body, as you see from here, which can give different bases with a parametric method. That means with the same body, I can define different patterns with the same body. By using this, I also here, I just compare the pattern which is developed by the traditional and my method was very fitted in. And this method was published in a reputable journal in the field, which is known as computer industry as well. And now I just developed the first layer of the panel by using the virtual mannequin. By using, it's known as reverse engineering approach, which is a new method. So I use my developed mannequin. I just use the different panels. I change the 3D measurement of the panel into the 2D measurement of the layer, as you see from here. And I found the 2D block, which is perfectly fit for the first layer. And it has been published in a journal as well. Then, since the body armor is not the one layer, as you wear normal clothes, it has mostly 40 to 50 layers within one panel. So I have to develop, if I want to make seamless body armor, I have to develop for every layer. So in this case, I just use 3D automatic panel generation systems and develop a panel which is used for different layers. I just ran due to time. So this has been published also in a journal. And now my panel has to be molded perfectly to fit the body. So I need to develop a material in order to give both ballistic protection as well as moldability. But the current type of material, which is known as a traditional fabric, 2D and 2D, 2D and UD textile fabrics, it has better protection, but it doesn't mold properly due to its rigidity property. So what I did is, so it lacks moldability, it has good ballistic protection. So there is a very unique material, which is known as 3D warp interlock fabrics. It has good moldability, doesn't have ballistic protection. But the good thing is, such kind of fabric, it has a possibility of to become increasing its ballistic protection by integrating the different layers inside the fabric. So by enhancing the internal layer, it's possible to achieve both the moldability and the ballistic. This is the concept behind. So I just produce model and produce lots of time. It takes lots of time and dedication. So
At last, we defined the different fabrics which can give better protection, as you see from here, and we tested according to NIJ standards, according to, sorry. So we tested according to NIJ standard. I just want to show you a video, but it doesn't matter. So this is NIJ standard, the maximum standard, which is tested in the commercial market. So we tested, and we defined the different values according to the energy absorption system and the trauma which is created on the body. And we found that one of our fabrics shows much higher, better than the one which is available in the market. I didn't show because it's a little bit confidential here. It was the principle has been published in Composite Structure, which is also a reputable journal. And we try to analyze the surface damage and strain value of each and every fabrics, which is also published. So we also characterize all the fabric systems. So this is the last scientific productions. In general, out of our thesis, we have published more than 15 journal papers and presented in more than 15 international venues in different countries. And we also try to, this is a presentation in international scientific venues. And we are also working a project which is going to patent as well. So currently, I'm working as a tier, as I told you, and I'm working also a startup with Euramaterial and PPT. So in general, as a PhD student, I need to give you a little bit of advice, 3 advice. The first one is you need to have very good passion, of course, and dedication. You are smart, I know, and you are here because of you are smart, but it needs time. You have to have lots of time for your research work, and patience. The patient is very important in PhD work as well. And the other one is you have to integrate yourself with your research group, with your research units, with your doctoral scores, and you need to integrate yourself with your supervisor, because research needs a conducive environment. If you don't agree with your supervisor, it ruins all over the thing. So you have to be good on that, and you have to have also very good ethics in scientific world. That's very important as well. And last but the least, you have to have a very good scientific production, whatever it is, in terms of publication, in terms of technology transfer, or in terms of patent or whatever. You need to push your result in order to validate by the scientific world. So this is a very important. This is thesis defense in 2019, 2020 June, and I received 3 different degrees in different universities. We have at last. Thank you. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à la remise d'un prix qui s'appelle Certificat Parcours Compétences pour l'entreprise. Et c'est Camille Cornu qui a été labellisée, qui a eu ce certificat cette année. Alors, le parcours compétences pour l'entreprise, c'est 70 heures de formation et une immersion de 30 heures en entreprise. La force de ce parcours, c'est l'immersion d'entreprise, bien sûr, mais c'est aussi la mise en commun des formations du collège doctoral avec des écoles d'ingénieurs. Nous allons être à nouveau, je l'espère, labellisés en 2022 et nous allons mettre en commun nos formations avec Centralil Institut, IMT Nord-Europe maintenant, Polytech Lille, l'INSA Hauts-de-France et Junia. Donc Camille Cornu n'a malheureusement pas pu être présente cet après-midi, mais elle va vous faire une présentation du parcours par audio, à l'aide d'une présentation PowerPoint que je vais lancer dès que je peux. Oh, ça me fait comme tout à l'heure. Oh. Recopier écran. Attends. Recopier écran. Ne partez pas.
Je vais y arriver. Ah, c'est bon, on le revoit. Voilà. Je vais maintenant pouvoir lancer la présentation de Camille qui est là. Bon, je vais mettre la lecture et après j'essaye de mettre en plein écran. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous présenter, même si c'est en vidéo, mon expérience du parcours Compétences pour l'entreprise que j'ai intégré en 2019 dans le cadre de ma thèse de psycholinguistique réalisée sous la supervision du professeur Séverine Casalis et du docteur Gwendoline May concernant la reconnaissance de mots en langue étrangère chez les lecteurs dyslexiques. Pour ce parcours, j'ai été accompagnée par le docteur Gérald Delélis. Je vais commencer par vous donner les raisons qui m'ont poussé à candidater à ce dispositif. Bien sûr, cela peut être différent pour chacun, mais certaines de mes expériences passées feront peut-être écho pour l'un ou l'autre, et si cela peut convaincre certains d'entre vous qui sont encore un peu dubitatifs, c'est une bonne chose. Alors voilà un aperçu de mon parcours professionnel et universitaire que je ne vais pas détailler ici. Au cours de ces diverses expériences, j'ai été amenée à plusieurs reprises à côtoyer les acteurs du monde économique. Pourtant, ce parcours non linéaire et peu conventionnel semblait plutôt me destiner à une carrière académique. Mais j'ai notamment été amenée, dans le cadre de mes missions d'enseignante spécialisée, à envisager la conception d'outils pédagogiques. Le master PPNSA que j'ai ensuite intégré m'a donné l'occasion de travailler avec des étudiants du master sciences cognitives pour l'entreprise et ainsi de mieux comprendre les enjeux de la valorisation économique de la recherche. Enfin, j'ai effectué ma thèse sous la supervision du professeur Séverine Casalis, vice-présidente de l'Université de Lille, en charge de la valorisation de la recherche, et qui n'a donc jamais freiné mes initiatives en lien avec la valorisation, notamment économique. C'est pourquoi, en parallèle de mon travail de thèse, j'ai candidaté et obtenu le statut national d'étudiante entrepreneur, qui m'a permis de bénéficier d'un accompagnement et d'accéder à des formations dans l'optique d'une éventuelle création d'entreprise dont je vous parlerai par la suite. Il me semblait donc très intéressant, lorsque ce parcours nous a été présenté, de pouvoir bénéficier de formations amenant à l'obtention d'un certificat reconnu au niveau national. Ainsi, ce certificat, mis en avant dans un CV, peut aider à la recherche d'emploi dans le monde économique et peut aussi être un atout dans un dossier de recherche de financement dans le cadre de la création d'une entreprise. Bien sûr, les diverses expériences que je viens d'évoquer m'avaient permis d'acquérir et de développer un certain nombre des compétences du référentiel de ce parcours, avant même de l'intégrer. Mais ce parcours est bien plus riche. Le référentiel comprend en effet 4 lots de compétences pour lesquels le dossier de suivi nous invite à obtenir ou produire des livrables, documents importants dans le monde économique. Je ne vais pas détailler chacun des lots de compétences, ceux qui intégreront le dispositif auront tous les détails dans le dossier de suivi. Mais bon, rapidement, le lot 1 concerne 3 compétences en lien avec la compréhension du fonctionnement de l'entreprise, dans ses aspects éthiques, économiques et sociaux, mais aussi en termes de gestion des ressources humaines et de propriété intellectuelle. Pour ce qui est du lot 2, il regroupe 6 compétences concernant l'autonomie et la gestion de projet. C'est un lot très riche, mais pour lequel certaines compétences sont inhérentes à la réalisation d'une thèse, notamment la gestion de projet, la recherche de solutions innovantes, la mobilisation de ressources scientifiques, l'adaptation aux contraintes imprévues, ou encore la gestion du temps et des priorités. Selon votre projet de thèse, vous aurez plus ou moins l'occasion de développer la compétence 8. En revanche, la compétence 7 sera pour beaucoup d'entre vous importante si vous enseignez ou dans la gestion de stagiaires au cours de votre doctorat. Le lot 3 est particulièrement facile à valider puisqu'il concerne des compétences techniques et scientifiques incluses dans tout projet de thèse. Enfin, les compétences d'ouverture et d'interaction avec des interlocuteurs de compétences, cultures et langues différentes constituent le lot 4. La communication étant nécessaire pour ouvrir le projet de thèse au monde scientifique, mais aussi pour promouvoir la recherche dans la société, ce sont des compétences essentielles. Alors bien sûr, quand on intègre le parcours, l'idée d'avoir 15 compétences à valider, ça semble difficile, d'autant que l'objectif principal du projet de thèse reste la résolution de la question de recherche. Mais en fait, il faut savoir que la formation doctorale, c'est aussi une part importante de votre doctorat, et elle va vous permettre de valider déjà un certain nombre de ces compétences. Et par ailleurs, il n'est pas nécessaire de toutes les valider pour pouvoir obtenir le certificat,
Pour ma part, je n'ai réalisé aucune formation spécifiquement pour le parcours CPE, mais j'ai réorganisé les formations et expériences que j'avais réalisées dans l'optique de mon projet professionnel pour déterminer quelles compétences elles m'avaient permis d'acquérir. Et la seule chose spécifique que j'ai faite pour le parcours a été un stage en entreprise. Or, c'est une expérience vraiment très intéressante et il se trouve que j'ai ainsi pu valider 14 des 15 compétences. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de possibilités pour acquérir ces compétences. Ainsi, pour le lot 1, j'ai pu bénéficier de séminaires et formations proposés par mon école doctorale, le collège doctoral ou encore le Hub House de l'université. J'ai également pu intégrer des ateliers proposés par des structures impliquées dans la valorisation économique de la recherche comme Eurasanté. Et j'ai aussi suivi de nombreux MOOC en lien avec les thématiques concernées. Concernant mon stage en entreprise, il m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement global d'une entreprise. En effet, j'ai été vendeuse polyvalente en librairie au sein de la boutique Le Furet du Nord de Louvroil. Et donc j'ai participé aux diverses missions correspondantes, allant de la mise en rayon des arrivages au conseil auprès des clients. Et en collaboration avec une vendeuse titulaire, j'ai reçu la mission de réorganiser complètement le rayon lithothérapie et bien-être en proposant ma propre version du merchandising de ce rayon. Ces diverses missions m'ont permis, en complément des informations et formations reçues via l'équipe de direction, de mieux comprendre les aspects financiers, commerciaux et RH du fonctionnement de ce type d'entreprise. Pour ce qui est du lot 2, mon autonomie dans l'acquisition de nouvelles connaissances, quel que soit le domaine concerné, a été mise en valeur par le nombre de MOOC que j'ai suivis par moi-même, en plus des formations dispensées dans le cadre académique. Par ailleurs, mes participations au Challenge Doc et au Doctorial m'ont permis de me confronter à l'utilisation de mes ressources au profit d'une entreprise. La réalisation de ma thèse en mode projet, tout comme mes activités annexes d'organisation de journées scientifiques, m'ont amené à gérer un projet en tenant compte de nombreuses contraintes, notamment avec la crise sanitaire actuelle qui m'a poussé à modifier mon programme initial de thèse afin de trouver des solutions techniques pour pallier à l'impossibilité de conduire des expériences en présentiel. Présidente de plusieurs associations, je suis aussi en charge d'équipes que je dois diriger au quotidien, ce qui m'a permis d'être capable de diriger aussi une équipe de stagiaires dans le cadre de ma thèse, notamment pour la récolte des données. Enseignante pendant plus de 8 ans au collège et lycée, puis depuis 4 ans en université, j'ai développé des compétences de transfert de connaissances au gré de mes expériences. Concernant le lot 3, ma directrice de thèse a rédigé quelques lignes témoignant de ma capacité à résoudre un problème complexe, à gérer un projet et à tenir compte des contraintes. Par ailleurs, ayant à cœur de sensibiliser les élèves et les familles aux difficultés de lecture, et en particulier aux spécificités de la dyslexie, j'ai convaincu ma collègue Alicia Rassel de co-créer et animer avec moi des ateliers pédagogiques via des outils pédagogiques ludiques et innovants que nous avons réalisés ensemble. Nous avons également formé une équipe de médiateurs afin que ces ateliers puissent perdurer. Enfin, ces ateliers pédagogiques et le livret-jeu réalisés dans ce cadre sont autant de livrables de ma capacité à communiquer avec des interlocuteurs de compétences différentes, tout comme ma participation au cabaret des sciences et au concours Ma thèse en 180 secondes. Mes communications orales en congrès en anglais ainsi que mon INDOC en Écosse témoignent de mes capacités à communiquer en langue étrangère, tout comme la rédaction de différents articles publiés en anglais et celle de ma thèse ainsi que la soutenance en anglais également. L'ensemble de ces formations et expériences tout au long du parcours compétences pour l'entreprise m'a ainsi permis de développer mon projet de création d'entreprise qui reste pour moi un objectif professionnel et personnel à long terme. Ce projet s'intitule Prof Stratus, en référence à l'expression familière Prof Nimbus qui fait état des professeurs savants dont les compétences de très haut niveau sont inaccessibles aux personnes auxquelles elles font référence. En effet, le cumulonimbus est le nuage présentant la plus grande extension verticale, il peut donc culminer très haut. En revanche, le stratus est un nuage qui diffuse vers le bas. L'idée de cette création d'entreprise est donc de permettre une diffusion scientifique de qualité par une vulgarisation scientifique minimisant la perte de contenu, grâce à la conception, la réalisation et la commercialisation de jeux scientifiques par une équipe pluridisciplinaire composée d'enseignants-chercheurs et de chercheurs qui veilleront à la véracité des notions abordées, mais également à ce que la manière dont ces notions sont présentées soit conforme à un apprentissage efficace selon une approche neuroscientifique. Par ailleurs, cette équipe comportera également des inspecteurs et enseignants de collèges et lycées afin de combiner l'approche scientifique avec la réalité du terrain et les possibilités qu'apporte le travail en classe, et de vérifier que les outils proposés répondent bien aux besoins liés au programme scolaire et à leurs évolutions. Enfin, des designers s'attacheront à l'attractivité des outils pour que les élèves aient envie d'utiliser ces derniers. Un deuxième aspect du projet Prof Stratus, qui sera développé dans un second temps,
sera de proposer une aide à la différenciation pédagogique et à la didactisation aux enseignants qu'ils souhaitent sous la forme de formation et ou d'un accompagnement individualisé, ainsi que de kits pédagogiques ludiques et adaptables. Ainsi, ce projet Prof Stratus comprend actuellement plusieurs objectifs à court, moyen et long terme en ce qui concerne les services ou biens proposés à la cible client. En effet, mon passé d'enseignante me confère une certaine expérience en termes de création de jeux de plateau en lien avec les programmes scolaires, ce qui est un atout non négligeable pour développer un produit minimum viable et me permettre de commencer mon activité. Cela me permet également de disposer d'un réseau de professionnels de l'enseignement prêts à tester mes produits dans diverses situations d'enseignement. Par ailleurs, enseignante de sciences de la vie et de la terre et personnellement sensible aux questions environnementales, je souhaite développer une gamme de produits éco-conçus, sensibilisant ainsi les élèves au nécessaire recyclage et permettant de les aider à développer des compétences de créativité, d'inventivité et de résolution de problèmes. Ce projet comprend également l'élaboration de jeux vidéo permettant en quelque sorte de rentabiliser le temps passé par les jeunes devant les écrans. En effet, nombreux sont les parents qui se plaignent du temps passé par leurs enfants devant des écrans pour des activités cognitivement peu stimulantes. La possibilité de les voir passer du temps devant des écrans pour des serious games, les aidant à progresser dans leurs apprentissages scolaires et à développer des compétences inhérentes à leur programme, sera donc un atout du projet. Mon projet de thèse et mon insertion au sein d'un laboratoire de sciences cognitives, à la pointe du point de vue technologique, m'ont incité à imaginer un jeu vidéo utilisant la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle pour permettre à tout élève, quels que soient ses besoins, d'accéder à l'apprentissage des langues étrangères de la façon la plus optimale possible. Des outils pédagogiques ludiques pourront également être proposés, mais à visée d'une utilisation uniquement en classe, l'enseignant conservant alors une place prépondérante dans l'apprentissage, mais bénéficiant d'outils l'aidant dans sa différenciation et sa diversification pédagogique. C'est dans ce cadre que des kits pédagogiques éco-conçus pourront permettre à chaque enseignant de créer lui-même son outil pédagogique en collaboration avec ses élèves afin que cet outil soit pertinent et adapté à leurs problématiques. Enfin, comme expliqué précédemment, l'accompagnement, les conseils et le soutien technique aux enseignants sont des pistes envisagées pour permettre la rentabilité de l'entreprise, car cela ne demande que peu d'investissement financier. Pour conclure, comme le disait Milton Berle, « If opportunity doesn't knock, build a door ». Si l'opportunité ne frappe pas, construis une porte, ou bien dans mon cas, crée ton entreprise. Merci Camille et félicitations. Je sais que tu n'es pas là, mais tu nous entends puisqu'on est filmé. Donc on arrive bientôt à la fin. Je dis bientôt. Je vais bientôt vous inviter à partager un cocktail dînatoire pendant lequel il y aura des stands. Bon, j'arrive pas à afficher le plein écran, c'est pas très grave. Vous avez pu voir mes compétences informatiques à l'œuvre. Donc, parmi les stands, donc on a 9 stands en plus de celui du collège doctoral. Donc, il y a Consulide, le démonstrateur des compétences docteur, Pépite l'île Hauts-de-France, autour de l'entrepreneuriat, la Maison pour la science au service de la diffusion des connaissances, le service commun de la documentation, qui vous parlera notamment du passeport sciences ouvertes, la Maison de la médiation, qui peut faire de l'accompagnement et de l'écoute personnalisée, la Maison internationale, le guichet unique d'accueil des internationaux de l'Université de Lille, une association de doctorants, Optica Student Chapter, et puis une banque, la CASDEN, et puis une mutuelle, la MGEN. Et puis, pour conclure, je vais inviter votre parrain, tout à l'heure vous avez dit parent, à conclure cet événement. J'ai retrouvé le plein écran. Et puis, on a une adresse physique. Scannez le QR code, vous allez retomber sur notre site internet avec tous nos réseaux sociaux. Donc, allez voir sur LinkedIn, abonnez-vous à notre page. On y met tous les événements à venir du collège doctoral. Et puis, on a aussi une adresse mail si vous avez des questions, quoi que ce soit, on vous répondra. Lourde tâche de passer avant la dernière de vos compétences, c'est-à-dire participer à des cocktails. C'est important, fabriquer les échanges. Alors je voudrais juste, je ne vais pas être trop long parce que je pense que vous avez vu des tas de belles choses. S'il y avait quelques petits mots comme ça, flash, pour essayer de retenir un petit peu des choses, vous avez de la chance. Vous avez une chance extraordinaire.
J'ai passé ma thèse il y a 30 ans, il n'y avait pas tout ça. Donc je pense que vous devez, le deuxième mot, c'est la saisir, la chance. Je vais faire une citation du coup. Paul Valéry disait comme là un petit peu, il n'est pas temps de rêver, la meilleure façon de réaliser, c'est réaliser ses rêves, quoi. Et donc vous êtes là devant le moment où il faut non plus rêver, mais réaliser vos rêves. Vous avez des tas de chances, vous avez des tas de personnes autour de vous, des gens qui ont vraiment beaucoup bossé. Sincèrement, au bout de 30 ans, quand je vois les doctorales et tout, le départ, je retrouvais Martine Cassette pour la formation, etc. Enfin, tout ça m'émeut beaucoup. En plus, le témoignage sur les dysproprioceptions, j'en saisis là aussi une opportunité pour vous dire que vous devez être fiers de vous et que si vous avez quelques handicaps, ben, c'est pas malheureux. Vous pouvez en avoir. Je fais partie d'une association qui fait partie du développement des dysproprioceptionnés. C'est très difficile à dire. C'est-à-dire que tous les dyslexiques, les dyscalculiques, des tas de choses. Et justement, mon médecin, payé par une association, travaille dans ce laboratoire pour faire une thèse. Et je pense que ça aussi, c'est des opportunités. Alors je voudrais juste terminer, avant de vous inviter à aller au cocktail et d'échanger, de continuer à échanger. D'abord de vous dire que je suis disponible pour répondre à des questions, pour aussi tout au long de votre parcours essayer de répondre à vos questionnements. J'ai la chance de faire pas mal de choses dans les pôles de compétitivité comme nutrition santé. C'est aussi des occasions pour vous de rencontrer. On n'en a peut-être pas parlé, mais vous devez aussi participer aux associations cognitives, aux sociétés savantes. Ça vous permet de rencontrer, je suis président de l'association des sélectionneurs français, par exemple. Qu'est-ce que vous allez dire, les sélectionneurs français? Non, ce n'est pas les sélectionneurs de foot, c'est les sélectionneurs d'amélioration des plantes, pas la coca, mais d'autres plantes de chez nous. Mais en tout cas, tout le monde est bienvenu, et en particulier les étudiants. Donc vous avez des tarifs préférentiels, ça vous permet de vous mélanger. Et s'il y a aussi un maître mot, c'est d'échanger, mélanger. Et c'est pour ça que le cocktail est là. Alors juste pour terminer, j'aimerais bien qu'on remercie quand même tous ceux qui ont participé à l'élaboration, qui sont toujours disponibles pour vous et qui visiblement se sont beaucoup donnés pour vous et vont encore se donner, même si vous avez vu, ils ont besoin de formation, et vous aussi, vous avez besoin de formation continue, moi aussi, tout au long de votre vie. Vous en aurez besoin, vous en dispenserez à d'autres, vous en recevrez d'autres, vous partagerez, et vous devez aussi remercier, parce que moi, quand j'ai commencé ma thèse, je crois que j'ai été l'un des premiers à avoir des bourses CIFRE. Pour vous, ça vous paraît peut-être logique pour certains, mais il y avait très peu de thèses financées, et je sais que ça doit être filmé ou pas, peu importe, mais je sais qu'il y a dans la salle des gens qui vous aident parce qu'ils représentent la région, ils représentent l'Europe, ils représentent la communauté urbaine de Lille, la métropole, européenne de Lille, ils représentent des entreprises, ils représentent des laboratoires qui dédient une partie de leur argent à vous financer. Et je pense qu'on peut remercier ces deux aspects, ceux qui vous ont présenté des tas de belles choses aujourd'hui, des opportunités, la porte, des opportunités, et aussi les remercier pour le fait que vous soyez là aussi. Voilà, à bientôt, échangez, et puis à votre santé, et merci encore à tous.